Bonsoir chers amis téléspectateurs de Zouk TV, bienvenue sur le plateau du kiosque. Et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes donc avec nos chroniqueurs préférés pour vous présenter 1h30 d'émission d'actualité avec les réflexions et les éclaircissements de nos chroniqueurs, de nos spécialistes. Nous allons bien évidemment saluer Emmanuel Granier qui est de nouveau empêché cette semaine et nous nous souhaitons donc de le retrouver le plus tôt possible. Donc je vais vous présenter nos invités en commençant bien évidemment par Michel Branchi, rédacteur en chef du journal Justice. Eh bien, bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous, puisque vous nous recevez en général en soirée, sauf le samedi, je crois. Et le dimanche à 10h. Le dimanche à 10h. Bon, c'est une semaine, à mon avis, à marquer une pierre noire pour la Martinique, puisque nous avons dépassé les 10 000 contaminations. Je crois que c'est ça. En ce qui me concerne, c'est ce qui me frappe. Alors, d'ailleurs, tu es éditorialiste et puis rédacteur en chef du journal Justice, et ta première, c'est se protéger ensemble, et donc pour dégager l'avenir et le construire. Oui, tout à fait. Parce que si le peuple martiniquais meurt, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir ni pour le bien-être, ni pour le développement. Et par conséquent, la première des priorités, c'est se protéger en utilisant les moyens qui sont à notre disposition, je le dis sans embâche, notamment la vaccination. Merci Michel Branchi. Merci de ta franchise. Nous allons d'ailleurs en débattre tout à l'heure. Béatrice Bellé, qui est première secrétaire générale du Parti Socialiste, que nous avons le plaisir d'accueillir. Alors, oui. Béatrice Bellé ne veut pas qu'on dise qu'elle est charmante, mais bon, je vais sacrifier la tradition. Je vais sacrifier la tradition d'Emmanuel Granier, la charmante Béatrice Bellé. Bienvenue. Merci. Et l'actualité du Parti Socialiste, c'est quoi cette semaine? C'est une actualité très dense, puisque nous avons une candidate qui continue sa tournée. La candidate, c'est Anne Hidalgo, qui continue sa tournée et qui continue des discussions avec les partenaires de gauche. Je tiens également, permettez-moi, à dire bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, souhaiter également une très bonne année, parce que nous sommes déjà le 18, mais c'est la première fois que je reviens sur le plateau du kiosque depuis le début de l'année. J'étais empêchée également à Paris. Également, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je l'étais pour cause de Covid, en l'occurrence, un beau cluster familial. Je m'en suis remise, voilà, j'en suis très heureuse. On peut être indiscret avec la thérapie qu'il fallait? Oui, moi je l'ai déjà dit, je suis vaccinée, donc j'attendais en fait de retourner dans le poste des négatifs, parce que voilà, il faut faire des tests tous les jours, et pour prendre l'avion, il faut un test antigénique ou PCR négatif. D'accord. Donc voilà. Et est-ce que ça te rallonge ton passe vaccinal? Est-ce que le fait d'avoir eu le Covid, malgré la vaccination, te donne un plus du point de vue du pass ou bien du pass sanitaire? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Alors, ça voudrait dire que j'ai peut-être même une 4e dose, du coup, quelque chose comme ça, je sais pas. Voilà. Mais non. Mais en tout cas, je peux dire que j'ai passé cette épreuve sans trop d'encombre. Donc c'était l'essentiel. Et je suis la preuve vivante, en tout cas, que même après la vaccination, on survit. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de t'accueillir. Bienvenue au nom de toute l'équipe. Merci. Maître Philippe Saint-Cyr, qui ne veut pas qu'on l'appelle maître, mais qu'on va continuer d'embêter comme ça. Bienvenue, merci encore pour ta présence. Merci, bonsoir chers amis. Alors moi j'ai 2 événements qui m'ont frappé. J'étais dans l'Hexagone par la pensée. La dernière information que j'ai eue là, c'est la proposition de notre président de la République, l'université payante. J'avoue que j'ai réfléchi et j'avoue que c'est une annonce. Comme c'est un monsieur, n'est-ce pas, qui sait faire, il sait communiquer, je me doute qu'il doit y avoir quelque chose derrière ça. Et le deuxième événement, c'est vraiment ce qui s'est passé au Parlement européen et les attaques, bien sûr, de nos parlementaires français face à Macron. Et je soupçonne Macron d'être un machiavélique de haut niveau. Nous allons peut-être en débattre, mais c'était quand même pas bien pour la France, n'est-ce pas, de donner ce spectacle. Bien, c'est tout. Alors, au niveau local, bien sûr, moi je me protège, vu mon âge canonique, n'est-ce pas. J'essaie d'échapper au virus. Je suis vacciné 3 fois. Voilà. Et j'attends avec impatience la 4e dose, Michel. Voilà, en tout cas,
C'est très clair. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et enfin, notre ami Bertrand François Lubin, docteur en droit public, qui enseigne à l'Université des Antilles. Bonjour Bertrand, bonsoir. Bonsoir donc à mes camarades et bonsoir donc aux téléspectatrices et téléspectateurs. En ce qui me concerne, il n'y a rien de bien notable sur la routine, donc je n'ai pas été marqué particulièrement outre mesure par un événement cette semaine. Alors peut-être que oui, c'était la fin de Suspense, donc j'ai écouté avec attention la déclaration donc, de candidature de Christiane Taubira. Voilà, Madame Taubira. Donc j'ai écouté sous le long cours son discours et j'ai trouvé donc assez intéressant ce discours. Est-ce que c'est ton cœur qui t'a porté vers cette attention ou... Non, c'est moi j'analyse les choses de manière rationnelle. Non, je trouve que c'est un discours intéressant parce que ce n'était pas un discours, j'ai envie de dire, programmatique, mais c'était plus qu'un discours où elle a mis en avant un certain nombre de valeurs. Elle a vraiment donné un fil conducteur, une directrice donc, de sa candidature. Alors après, bon, on peut en juger, mais en tout cas, bon, comme je suis assez féru de cela, donc j'ai bien apprécié effectivement cet aspect de son discours. Au-delà des mesures qu'elle a annoncées, du programme qu'elle a annoncé, mais il y avait quelque chose donc, d'assez particulier dans ce discours et qui m'a interpellé. Voilà. Avec peut-être une sympathie antillaise, non ? Non, je me refuse à cela aussi. D'accord. Je me refuse à cela. Non, simplement le discours, voilà, je l'ai trouvé donc assez intéressant, donc je l'ai écouté assez religieusement, je dirais. Oui. Alors mes amis me font remarquer qu'elle est guyanaise, donc on va dire effectivement antillo-guyanaise. Tout à fait. Voilà, absolument. En tout cas, merci beaucoup. Et donc Manuela, qui à la réalisation, nous a proposé un petit programme qu'on va maintenant entamer. Tout d'abord, donc, le pass vaccinal. Alors, ma tâche est donc d'essayer de vous solliciter le meilleur de vous. Donc, je vais commencer en regardant Michel Branchier, en lui demandant est-ce que ce pass n'arrive pas un petit peu trop tard ? Pour la première raison, c'est que Omicron a perdu de la virulence et que 93% de la population des adultes sont vaccinés. Et n'y a-t-il pas une sorte de biais... En France, oui, absolument en France. N'y a-t-il pas une sorte de biais cognitif à faire le pass vaccinal maintenant alors que ça va mieux pour la France ? Bon, alors, dans la logique de ceux qui l'ont proposé, bon, puisqu'il y a des gens qui sont contraints, bon, mes camarades du Parti communiste français ont voté à l'Assemblée contre. Bon. Mais pas avec les mêmes raisons que Mélenchon. Tout à fait. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ce pass vaccinal n'est pas, dans la logique de ceux qui l'ont proposé, n'est pas malvenu, n'arrive pas trop tard, parce que l'OMS vient de dire que, contrairement à ce que l'on pense, au stade actuel de la connaissance que l'on a de Omicron, ce n'est pas une maladie bénigne. Bon. Deuxièmement, qu'il faut se vacciner. Et la déclaration de l'OMS qui a été publiée la semaine dernière, il y avait plusieurs éminents spécialistes qui ont appuyé le président éthiopien de cet organisme respectable. En particulier, il y a un responsable spécialiste, une femme spécialiste des relations, et je retiens une phrase simplement, elle a dit que la suite dépend de chacun de nous. Bon. Donc voilà le jugement au niveau international. Alors, en France, les décisions qui sont prises au fil des jours, certes, il y a un conseil de défense, il y a un conseil scientifique, mais je n'oublie pas que la France est pour le moment dans un débat franco-français préélectoral. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Béatrice, ta sensibilité socialiste, qui est certainement proche des libertés, ne voit-elle pas que c'est un moyen détourné d'obliger à la vaccination, ce passe vaccinal-là, et qu'en penses-tu ?
Alors, je ne pense pas que ce soit un moyen détourné, au contraire d'ailleurs. Je crois que le président a été très clair, il a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, et donc il va mettre en place des outils pour emmerder les gens. C'est le propos, on doit évidemment, moi je le critique. La méthode également me semble critiquable à partir du moment où les mesures attaquent de façon aussi importante les libertés. D'ailleurs, les socialistes ont été très divisés sur la question du pass vaccinal. Et puis, je crois aussi, et dans ce contexte de défiance qui est celui de nos sociétés, que même si les crises, et cette crise particulièrement est nouvelle, nous avions en tout cas, ma génération et probablement même celles qui sont autour de la table, n'ont jamais vécu de crise de cette nature. Il incombe quand même à un président de parler avec sagesse, et il incombe aussi à un gouvernement dans une telle situation de gouverner avec sagesse. Je crois que alors on joue un peu avec les libertés, ce qui n'est pas une bonne chose parce que ça fait monter en effet non pas simplement ce sentiment, mais parfois ces actions de défiance. Je ne crois pas en effet que pour l'heure ça change grand-chose quand on a 93% en effet de personnes dites vaccinées en France hexagonale. Et puis par ailleurs, je vous rappelle que il y a quelques heures, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont fait des interventions publiques par lesquelles ils ont en plus précisé que le pass vaccinal pourrait être abrogé dans le courant du mois de février, et qu'un certain nombre de mesures... Alors, annoncer le pass vaccinal en même temps qu'on annonce la réouverture des boîtes de nuit, ça a quelque chose d'un peu antinomique. Donc, c'est une façon de gouverner à laquelle, évidemment, je suis opposée, et c'est une mesure, en tout cas, de contrainte que l'on peut entendre, mais que l'on ne peut pas comprendre dans l'état actuel de la situation. Très bien. Philippe Saint-Cyr, donc on voit que les communistes ont voté contre. Michel Branchi, qui est un fidèle communiste, est pour ce qu'il a dit, il est pour la vaccination. Béatrice Bellé vient de parler du fait que les socialistes sont divisés. Alors ton regard et ta sagesse d'université, tu vois, je t'attribue pas mal de qualités. Comment faire cette synthèse du point de vue de la compréhension et de la logique, de la sociologie de ce problème qui se pose à nous? Bien, oui, je suis, bien qu'appartenant au Parti progressiste martiniquais, j'ai toujours fait comme Michel, j'ai conservé ma liberté de penser, ma liberté de parole. Ok, donc moi, je suis loin maintenant. Non, mais moi je pense que Michel l'a dit très bien, le pass vaccinal, c'est obligatoire, c'est un instrument dont on a absolument besoin en l'état actuel des choses. Alors bien sûr, on peut penser que le Omicron maintenant est moins virulent, que c'est peut-être la fin de la pandémie. Moi, je ne sais pas. J'ai vu dans mes pérégrinations apparaître un autre variant, BA2, vous n'avez pas vu BA2, oui. D'où vient-il? Je ne sais pas. Bien, ce que ils ont dit que c'est un sous-variant d'Omicron. Oui, il y a des sous-variants. Oui. Mais je trouve que c'est bien amené. Je ne suis pas un marcheur. Hein. J'ai ma liberté de parole, ma liberté de penser. Je suis un penseur libre. Je ne suis pas un libre penseur, mais un penseur libre. J'y apporte une précision très forte. Mais je trouve que c'est bien amené. Hein. Mon vieux... passe vaccinal, très dur, vous ne pourrez pas faire ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Il faudrait que vous portiez... Mais en même temps, on ouvre les boîtes de nuit, la consommation est ouverte et les gens sont libérés. Donc, à mon avis, c'est une façon, n'est-ce pas, de faire passer la pilule. Hein? Il me semble qu'il y a un peu de vaseline autour du passe. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup. Alors, le juriste Bertrand, moi, j'ai envie de te poser la question du point de vue de la compréhension pour nos téléspectateurs. Alors, il y a bien évidemment la liberté individuelle, il y a une société de droits et de devoirs. En quoi le pass vaccinal qui empêche permet-il à la liberté individuelle d'être plus grande? Et comment comprends-tu donc une société, une citoyenneté qui souvent s'arc-boute sur ses droits mais pas sur ses devoirs? Alors, pour le pass vaccinal, on peut difficilement se prononcer au moment où cette émission donc, est enregistrée, puisque le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. Bon, mais on peut toujours analyser donc, la question à partir de ce qui précède.
Bon, comme j'ai eu l'occasion de le dire, indépendamment de la question de savoir l'article 73, moi, j'ai le privilège d'enseigner un cours de droit de la santé publique à l'université. Donc, je vais là analyser les choses sous cet angle-là. Dans le préambule de 1946, effectivement, c'est l'alinéa 10 et 11, il est clairement affiché qu'il y a un droit. La nation garantit aux Français la protection de la santé. Voilà la formulation. Et à partir donc de cette phrase, c'est dégagé, notamment à la suite du Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle un objectif de valeur constitutionnelle, qui est le droit à la protection de la santé. Et les objectifs de valeur constitutionnelle ont été conçus initialement comme étant des principes visant à tempérer les libertés. D'accord ? Donc, et ce droit à la protection de la santé n'est pas un droit, sans entrer dans une argutie, enfin des arguments de technique juridique, n'est pas ce qu'on appelle un droit subjectif, une prérogative individuelle, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un droit objectif. Donc, sur ce fondement, le gouvernement est habilité à agir pour protéger la santé. Donc, ce gouvernement a choisi un moyen, un instrument qui est la vaccination, aurait pu choisir un autre, mais en tout cas, juridiquement, d'accord, c'est sous ce fondement que toute la politique de ce gouvernement, effectivement, se conçoit. Alors, moi, ce qui m'intéresse, donc, s'agissant de cette loi, pour l'instant, qui est examinée par le Conseil constitutionnel, moi, bon, je dirais une mesure de plus, mais surtout une loi de plus. Parce que c'est assez signifiant, en plus, hein. Entre le 20 mars 2020, puisque c'est la première loi d'état d'urgence, et aujourd'hui, on a eu droit à une véritable inflation normative. Alors, il y a 12 lois, je ne parle même pas des nombreuses ordonnances qui ont été adoptées. Et peux-tu préciser la différence entre loi et ordonnance? Alors, la loi, tout simplement, c'est un acte voté par le Parlement. L'ordonnance, c'est une mesure prise par le gouvernement dans le domaine de la loi. Alors, en d'autres termes, le gouvernement demande au Parlement de l'habiliter à agir à sa place. Et cette manière de gouverner, elle est toujours suspecte, parce qu'à la différence de la loi qui fait l'objet d'un débat au sein du Parlement, et puis avec la médiatisation politique aujourd'hui, donc les médias nous informent de l'avancée, des tenants et aboutissants de la loi, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance. On découvre une ordonnance, puisque c'est le gouvernement. Alors ce n'est pas ce qu'on appelle un décret, mais c'est comme un décret. Donc cette manière de gouverner est une manière déjà donc, qui interpelle. Mais donc de manière générale, ce phénomène d'inflation normative qui a eu cours, c'est déjà un phénomène qu'on a constaté avant Covid, mais qui s'est encore amplifié pendant cette période, avec le risque d'avoir des textes qui bavardent plutôt d'être normatifs. Efficace. Puisque une loi n'est pas nécessairement normative. Une norme, soit elle permet, soit elle autorise, soit elle interdit. Et c'est un peu le cas pour nombre de ces lois qui ont été promulguées au cours donc, de cette période, où on peut dire qu'on entre trop dans le détail, avec des malfaçons parfois, un certain nombre donc, de critiques que l'on peut formuler. Donc c'est le risque lié à cette inflation normative. Et qui donc n'est pas une bonne chose fondamentalement pour la démocratie. Parce que je n'ai pas en tête la lettre, une phrase de Montesquieu, mais bon, en somme, Montesquieu nous dit dans les lettres persanes que l'idée de changer la loi, on peut l'accepter. Mais quand on la change, il faut avoir une main tremblante. Très bien. Une main tremblante. Une main tremblante. Ça va résister, quoi. Oui, d'accord. Oui, sois questionné, voilà. c'est donc, ça. Voilà, c'est ce qui, donc sous un angle purement juridique, voilà ce qui m'interpelle dans ce qui s'est passé au cours de ces 2 ans pratiquement. Alors, je souhaiterais que vous rebondissiez parce que, c'est le juriste qui parle, hein, mais je souhaiterais que vous rebondissiez sur une question qui me taraude. Au fin du 19e siècle, Nietzsche avait parlé de la mort de Dieu. Et aujourd'hui, devant le Covid, est-ce qu'on ne peut pas parler de la mort des idéologies? Alors, une idéologie, c'est un discours sur les idées. Et on constate qu'il n'y a pas de groupe intact du point de vue
de son appréhension du problème et que les partis politiques se divisent autour de la manière de gérer le problème du Covid. N'y a-t-il pas là une sorte de fin, dans le sens, une sorte de remise en question de l'idéologie dogmatique et monolithique telle qu'on pouvait la concevoir quand il y avait un échiquier politique qui était clair, avec les communistes, les socialistes, le centre, la droite modérée, et puis voilà, je voudrais que vous m'éclaircissiez sur cette manière de voir le Covid, peut-être rebattre les cartes du point de vue des idéologies. Michel, qui est donc... Je ne crois pas. On annonce la mort des idéologies. C'est une question. Alors, je te répondrai de manière très claire. Depuis l'apparition du capitalisme et de son antidote, le socialisme, on annonce la mort des idéologies tous les 10 ans. OK? Bien. Bon. En réalité, la vérité, c'est que nous sommes en face d'un phénomène, d'une pandémie internationale qui pose aux gouvernants des problèmes de santé publique, comme tu l'as dit, et donc des mesures de protection. Et contrairement à ce que l'on dit, moi quand j'observe les mesures, notamment dans les pays occidentaux, mettons à part le tiers-monde, pour lequel nous avons la manie, nous Martiniquais, d'avoir tous les jours les yeux tournés vers l'Hexagone. Bon, moi je ne dis pas l'Hexagone, je dis la France. Bon. La vérité, c'est que tous les pays, à des degrés divers, avec des timings différents, prennent à peu près les mêmes mesures. Le pass sanitaire existe avec une appellation différente en Allemagne, en Italie, en Espagne. Bon. Et par conséquent, et on constate, toutes les études ont prouvé que le pass sanitaire a contribué à maîtriser l'épidémie. Bon, par conséquent, il faut revenir à cette vérité fondamentale. Nous sommes en face d'un virus qui est aérien et qui se propage par des aérosols. Et que la seule manière d'empêcher la propagation de ce virus, c'est d'éviter la réunion de beaucoup de personnes dans un espace clos. Alors, on va dire, on empêche, peu importe, on va autoriser les boîtes de nuit aujourd'hui ou les interdire. Moi, je considère que c'est des mesures préélectorales. Ce sont des mesures préélectorales. Le gouvernement... Le contexte et si on se fie, et pour se limiter à la France, il est donc une autorité publique que le conseil scientifique était pour le confinement. Bon. Donc, par conséquent, alors, et nous avons déjà discuté de ça. Le problème, c'est que les mesures, l'intensité des mesures varie d'un pays à l'autre en fonction de la culture de l'opinion publique, de ce que les spécialistes de communication appellent l'acceptabilité. C'est-à-dire, est-ce que, si on prend telle mesure, est-ce que, d'abord, l'opinion publique, les médias, qui jouent un rôle important dans le positionnement de l'opinion publique. Bon. On annonce une mesure en Martinique concernant le confinement. Tel média va interroger immédiatement un restaurateur. Le restaurateur n'est pas content. Mais il donne le là. Il ne va pas interroger des Martiniquais qui sont morts du Covid. En même temps, il ne peut pas répondre. Excusez-moi. Des familles où il y a eu des décès, et vous leur demandez leur avis. Bon, par conséquent, je caricature volontairement la manière, mais la réalité. La réalité. Bon, je m'excuse, à Cuba, on a considéré que le devoir du gouvernement cubain, c'est de protéger la population. Comme il y avait déjà des études de biotechnologie anciennes, on a mis la science cubaine au travail et on a demandé aux scientifiques cubains de sortir
des vagues. Ils en ont sorti 3 vaccins. Et les Cubains, il n'y a même pas besoin de loi, les Cubains ont parfaitement compris que l'intérêt de la nation, c'est de se défendre. Voilà. Voilà ce que je vais dire là-dessus. Merci beaucoup. Béatrice, si tu veux réagir sur le fait qu'il n'y a pas de consensus, enfin il y a un large consensus médical, mais est-ce qu'il y a un consensus dans les partis? Est-ce que ça t'interpelle? Oui, il y a un consensus sur une chose, c'est que on pense à la préservation des populations, on pense aussi, et on en parle, aux moyens des hôpitaux, donc aux moyens des services publics, parce que c'est là que l'action publique se met en œuvre. Et puis on pense après aux outils qui sont utilisés par les gouvernants pour alors à des finalités, des fins qui sont plus ou moins claires. Bon, là aujourd'hui, on est arrivé, en tout cas sur la France continentale, à un taux de vaccination important, et c'est pour ça peut-être qu'il y a une division, c'est-à-dire que je suis d'accord avec le professeur Lubin, il y a des moments où il faut trembler parce que l'usage abusif parfois d'un certain nombre de mesures fait que peut-être que le jour où on en aura le plus besoin et que ce sera réellement crucial à la finalité qui doit être celle aujourd'hui de la préservation sanitaire. C'est bien cela, c'est préserver les populations d'un certain nombre de malheureusement de la mort ou de la maladie, l'économie également, le lien social. Là aujourd'hui, et vous l'avez très bien introduit tout à l'heure en disant, est-ce que alors que nous avons un constat qui est celui d'une forte vaccination, finalement d'une reprise de l'activité plutôt correcte, est-ce que c'est le moment de faire ce type de mesures qui ont, au regard de la situation et de l'analyse qu'on peut en faire, qui ont de façon bénéfique progressé ou se sont améliorés? Est-ce que c'est le moment? Alors, est-ce qu'il y a consensus sur ça? Oui, alors, sur ce qui est... Je pense qu'il y a consensus sur ça. Après, en cette période d'élection, enfin de préélectorale, on a évidemment des sensibilités qui se font un peu plus vives sur un certain nombre de questions. Mais ça rappelle, et c'est pas plus mal, ça rappelle aussi que les partis ne sont pas des prisons dogmatiques et que il y a parfois des choses sur lesquelles on est d'accord et on n'est pas d'accord. Il n'y a pas un seul propos qui prédomine obligatoirement, et notamment dans les assemblées, que sont le Sénat ou l'Assemblée nationale, il y a la liberté de vote des députés qui les emmène parfois à faire des choix différents de celles de leur groupe. Donc je ne pense pas qu'il faille caricaturer parfois les divisions en pensant que la pensée politique n'existe plus. Je crois qu'elle est dynamique comme notre société, et que dans ce dynamisme, parfois d'ailleurs à un rythme un peu perturbant, il peut y avoir des différences d'opinion qui se font valoir et qui sont plus ou moins marquantes. C'est ça. Merci. Alors, c'est dans la contradiction qu'il y a effectivement émergence de la solution. Je me tourne vers messieurs les juristes. Et du point de vue de l'appréhension du droit, est-ce qu'il y a possibilité de déceler des différences d'appréciation de la manière de traiter le Covid? Est-ce que vous avez vu des choses qu'on peut relever? Je voulais faire... Vas-y, je t'en prie. Oui, 2 observations. La disparition des idéologistes. Tu as une façon de présenter le problème, il faut le présenter comme ça. Okay, et c'est vrai, la pandémie, ça me rappelle un roman de Kundera, L'art du roman. Okay, c'est le rire de Dieu. Okay, nous sommes giflés par ce virus qui nous déstabilise totalement, mais complètement, et qui remet en place toutes les organisations sociétales. Okay, alors, les idéologies sont là, bien sûr, difficile. La spiritualité, il faut croire quand même aux valeurs, à certaines valeurs. Mais dans la réalité, face aux difficultés pratiques que nous avons, il faut prendre un certain nombre de mesures. Alors, qu'elles appartiennent au socialisme, qu'elles appartiennent à d'autres courants de poussée, il faut... Mais écoutez, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, quoi qu'il en coûte, on apporte, n'est-ce pas, de l'argent à tout le monde, on protège la société, on protège l'économie, car l'économie est un instrument qui permet, n'est-ce pas, une certaine organisation sociale. Et il faut y réfléchir là. Et bon, on est en pleine
révolution. Révolution au sens noble du terme. Absolument. Il faut revoir toute notre façon de penser, notre façon d'agir. Alors, oui, bien sûr, dans les textes qui sont pris, ils se ramènent à des idéologies. Mais moi, je suis comment dirais-je, j'ai toujours admiré les rédacteurs du Code civil. C'est quelque chose, non, fantastique, totalement. Tu as quelque chose de fantastique. Effectivement, il y a une sorte de logorée législatif et textuel. Effectivement. Alors, Logorée, c'est pas gentil, c'est diarrhée, non? Je n'ai pas osé employer un mot tel, surtout, hein, bon. Ok, non, et c'est vrai, donc il y a une réaction au coup par coup. Peut-être qu'on est obligé par les faits, il faut absolument réagir. Adapter. Mais le résultat, c'est qu'on aboutit à des désordres. Et il y a parfois des textes qui sont absolument contradictoires les uns aux autres. Les rédacteurs du Code civil, ils ont pensé, ils mettaient en place des principes, des valeurs de principes, et ensuite, dans la réalité, tu déclinais ces principes. Mais nous sommes pris par le temps, il est là-haut, il se moque de nous avec son virus, donc il faut absolument qu'on réagisse et qu'on prenne un certain nombre de mesures. Alors, pris par le temps et donc par l'urgence, et Bertrand, alors on dit que le droit ressemble aux mathématiques, est-ce que tu rentres dans la logique de... Non, mais c'est vrai parce que il y a un ouvrage qui a été écrit par, figurez-vous donc, une ancienne prof de maths, mais elle enseignait au lycée. Elle a décidé de faire du droit et aujourd'hui elle est reconnue, d'accord, dans le monde du droit. Elle est professeure agrégée, agrégée, parce qu'il y a des professeurs des universités, il y a des professeurs agrégés. Et cette dame, dont le nom m'échappe en ce moment, elle officie donc à l'université de Montpellier. Elle écrit un ouvrage. Quand on ouvre l'ouvrage, d'accord, on a l'impression de lire un livre de mathématiques, puisque effectivement les juristes utilisent effectivement beaucoup la logique et notamment le syllogisme, par exemple. Bon, d'accord. Ou parfois l'équation mathématique. Ou parfois l'équation mathématique. Effectivement, parce que c'est d'abord une affaire, une analyse juridique, c'est d'abord une affaire de raisonnement. Bon, donc effectivement, c'est ce point. Alors moi, pour revenir à la question initiale, je ne crois pas à la mort des idéologies. Pour une raison toute simple. Déjà, il faut des appréhensions, donc des modes d'appréhension divers des phénomènes donc, de la société, puisque ce qui caractérise la démocratie, c'est le pluralisme. Mais ne serait-ce qu'à travers ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant donc, ces 2 ans, il y a des différences d'approche. On peut approcher différemment. La décision qui a été prise le 18 mars 2020, d'accord, c'est la marque d'un républicain. C'est un républicain. Donc, il fait primer l'intérêt général sous toute autre considération. Et derrière l'intérêt général, il y a l'idée de préserver la santé des Français. Ça a été, donc, je dirais, lors du premier confinement. Ce n'est que, quand nous sommes sortis de ce confinement, que le libéral qu'il est a repris donc, les rênes et est redevenu sur scène. Où, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les mesures sont un peu contradictoires, ça a été dit, parce que derrière, on essaie donc d'osciller entre cette volonté, à travers le pass vaccinal, de protéger la santé des Français, mais tout en ouvrant les vannes, donc effectivement, ouvrir les discothèques, ainsi de suite, ce sont des mesures purement libérales. D'accord ? Donc, je ne crois pas à la mort des idéologies, on en a bien besoin, et puis... ce qui prévaut aujourd'hui, ça me fait penser à une petite phrase de Giscard d'Estaing, qu'il faille être pragmatique. Parce que c'est aussi un courant d'idées aujourd'hui, qu'il faille être pragmatique. Et il y a une belle phrase de Valéry Giscard d'Estaing sur le point, où il dit que le pragmatisme, ce joli mot pour dire qu'on n'a pas de vision. Parce qu'il faut de l'utopie. Il faut une vision. Et il faut une utopie. Il faut une utopie refondatrice. Tout à fait. Non, mais je rebondis sur l'idée de la manière dont Macron a abordé cette question. Bon. Partons du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte découle d'un effroi. Je dirais, les pays capitalistes, les pays occidentaux ont découvert brusquement, notamment la France, que la désindustrialisation les rendait dépendants de la Chine. Pour les masques. Pour tout.
Pour tout. Bien. Et tous les éléments qui permettent de fabriquer, notamment pour aboutir à l'industrie pharmaceutique. Les actifs. Bon. Et jusque-là, le discours dominant libéral, c'était que, au contraire, c'était la libre circulation des marchandises et des capitaux, et que pour l'intérêt du consommateur, il valait mieux faire fabriquer les produits là où les salaires sont les plus bas, notamment en Chine. Peut-être les avantages comparatifs, en fait. Les avantages comparatifs. Bon. Et on a vu réapparaître un discours sur la réindustrialisation, sur l'autonomie alimentaire. Alors, ce discours, il était tenu par qui? Eh bien, il était tenu au Parti Socialiste, par Arnaud Montebourg et par le Parti Communiste. Tout à fait. Bien. Exactement. Bon. Et puis aussi en partie par Mélenchon. Autrement dit, face à la nécessité, le capitalisme a découvert que l'État pouvait jouer un rôle dans l'économie. Alors que jusque-là, on disait c'est le moins d'État. Alors, entendu, le moins d'État social. Merci. Bien évidemment. Le moins d'État social. Bien évidemment. Bien évidemment. Hein? C'est-à-dire que la couverture maladie, les retraites, l'assurance chômage, ça pèse trop lourd. Hein? Faut supprimer ça pour améliorer la compétitivité. Bon. Alors pour le débat, je me fais la voix du contradicteur, mais quand on parle de libéral, c'est l'État qui essaie d'organiser le mieux possible la société pour que la croissance, que l'entreprise, qu'il y ait une prospérité du point de vue de la production de richesses, de biens, de services. Et donc, le social libéral peut te dire que, en fait, trop d'État amène vers une société qui est trop administrée, Oui. où les gens ne veulent Oui. pas s'investir, Tout à fait. où les gens ne veulent pas entreprendre. Oui. Et si tout le monde devient fonctionnaire, eh bien, il n'y a plus la vitalité Tout à économique fait. qu'on attend. Donc, Tout à fait. en tant que contradicteur, simplement. hein. Oui, mais... Oui, mais juste sur ce point, il y a une différence entre le libéralisme et le néolibéralisme. Absolument. D'accord? Parce que le libéralisme, effectivement, postule le retrait de l'État, si ce n'est que pour les questions qu'on dit pour aller rapidement Régaliennes. Oui. D'accord? Donc il se retire. Tout au plus, ce qu'on lui demande, donc, c'est d'assurer notre sécurité, ainsi de suite. Ça, le libéralisme, pour aller rapidement. Le néolibéralisme, à la suite donc d'Hayek notamment, c'est de dire qu'il faut imposer une société de marché. Et l'État, il appartient à l'État d'imposer cette société de marché. Tout à fait. Donc, il ne s'agit pas pour l'État de se retirer, au contraire, c'est son rôle d'imposer cette société de marché. C'est là la différence majeure qu'il y a entre le libéralisme et le néolibéralisme. Donc, ce n'est pas un moindre retrait de l'État, mais et au besoin, donc pour imposer cette société de marché du moins, excusez-moi. Alors, tu as fait une astuce parce que dans le fameux débat qui est repris un petit peu, qui est revenu à la mode avec notamment la candidature de Fabien Roussel, beaucoup de gens rappellent la fameuse les pics entre Georges Marchais et El Kabbach. Et Oui. El Kabbach avait fait une astuce, un calembour, en disant que Georges Marchais combattait la société de marché. Alors, Oui. Alors, juste pour terminer, donc, au besoin pour imposer cette société de marché, l'État est fondé à faire preuve d'autoritarisme. D'accord. Mais Tu situes le néolibéralisme depuis Mais, Thatcher, depuis Reagan. Depuis, enfin, on peut situer l'apparition du néolibéralisme au cours des années 60. Ah, quand même. C'est l'ouvrage de Hayek qui a conceptualisé le néolibéralisme. il y a même, on peut discuter de cette question, mais en gros, qui a été mis en œuvre de manière méthodique Au cours de ces années. par Reagan, etc. Voilà, tout Bon, à fait. par Ceux Reagan, qui l'ont décliné Thatcher. politiquement, Et- ce sont Mme Thatcher et M. Et Reagan. qui, je m'excuse, qui a contaminé la social-démocratie en Europe. Bien. Bon. Bien. Alors, Mais, est-ce qu'on je peut voulais revenir terminer à- mon raisonnement. Je voulais Oui. terminer mon raisonnement. Je disais que la réaction de Macron, ça a été donc le quoi qu'il en coûte. Donc, et l'Europe a cassé ses dogmes, notamment sur la question de la dette, sur la question, et même l'Allemagne
accepté notamment de faire que la Banque centrale européenne L'orthodoxie budgétaire allemande. crée de la monnaie, ce qu'on appelle le quantitative easing. Bon, on a créé de la monnaie, un peu comme les États-Unis avec la Fed, et on a inondé les entreprises, notamment les grosses entreprises. Mais c'est ça le problème. Là où intervient la conception idéologique, c'est que Macron a donné aux grandes entreprises des centaines de millions d'euros sans contrepartie sociale. C'est ça. Okay. C'est ça le problème. Alors, Béatrice, oui. Non, j'allais justement venir à ça, alors peut-être de façon plus rapide, mais j'allais dire qu'il y a deux façons de faire de la relance, parce qu'on était dans des principes de relance. On est soit dans de la relance par l'offre ou par la demande, oui, et suivant le dogme, c'est l'offre. Finalement, auquel on appartient, et ben on choisit un camp plutôt que l'autre. Oui. En l'occurrence... Alors, précise. Alors, l'offre et la demande, oui. Par l'offre, c'est parce qu'on choisit d'injecter des milliards au profit des entreprises. Par la demande, on favorise plutôt la consommation par le biais des acteurs que sont les êtres humains. Voilà. Et des prestations sociales, notamment. Tout à fait. Et la revalorisation des prestations sociales, ça peut la revalorisation, parfois un petit coup de pouce sur les salaires, qui participent du coup de la consommation et d'un fonctionnement de l'économie qui paraît plus normal. Vous donnez, on le dit souvent, vous donnez en Martinique à des personnes qui ont des bas revenus 100, 200, 300 euros, vous avez la quasi-certitude à 98% qu'ils vont les dépenser sur le territoire local. Et souvent d'ailleurs dans ce qu'on appelle leur économie résidentielle, c'est-à-dire autour de chez eux. Bon, vous donnez l'équivalent de 300 euros multiplié par 100 000 habitants à une entreprise, vous n'avez aucune certitude que ça va servir l'emploi sur le territoire qui a été servi. Donc, c'est pour ça que finalement le dogme revient, parce que notre façon d'appréhender, alors on dit quoi qu'il en coûte, on a tout gardé, tout réussi à tenir et tout ça. Enfin, ça a surtout été une super opération pour notamment les grandes entreprises. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu une augmentation de la fraude d'entreprises, qu'il y a eu aussi, de la richesse des sociétés, de l'enrichissement d'un certain nombre de sociétés, dont certaines sont au CAC 40, qui étaient déjà plutôt confortables. Et on a vu même une multiplication par 300% des plus grosses richesses et des plus grosses fortunes de France notamment. Alors, il y a un moment où on va devoir faire le bilan de tout ça. Quoi qu'il en coûte, il a été surtout coûteux pour les plus faibles. Plus 300 milliards pour les plus 300 milliards, oui. Et je crois que pour les 500 plus grandes fortunes françaises. Bon, donc, je dis ça a correspondu à 300%, mais c'est en effet plus 300 milliards. Et donc, il y a un moment où il faut s'interroger. Cet argent-là, c'est pas l'argent de Macron. C'est l'argent des Français d'aujourd'hui et de demain, parce qu'il y a des prêts, en effet, qui ont été consentis à des taux très bas, parce qu'on était sur des taux directeurs qui étaient inférieurs. C'est-à-dire qu'on finalement, on empruntait de l'argent, on emprunte de l'argent pour zéro, mais malgré tout, ça reste de l'argent, de l'intérêt général, et il a servi un type de vision politique. Voilà. Et c'est un type de vision politique, en l'occurrence, qui est néolibéral et qui use justement de la force de l'État pour enrichir banques et tout ça. Et je reviens d'ailleurs dans la suite, mais enfin, parce que c'est important ce que monsieur a dit, monsieur pas le professeur a dit. Plus, le professeur a dit, mais c'est ainsi. Oui, mais j'aime bien le taquiner, en plus c'est le début d'année, c'est normal. Est-ce qu'on se rend compte quand même qu'après avoir donné tout ça, regardez un peu les symboles, après avoir donné tout ça, début d'année, le président de la République prend la parole et annonce devant un parterre que les études universitaires seront payantes. Et alors que l'on est en train de dire et de se battre pour des services publics, pour aussi une émancipation humaine, pour que les personnes aient la capacité par elles-mêmes de développer, de vivre du bonheur. C'est de la provocation, ça. Ce n'est pas de la provocation, c'est une vision néolibérale, c'est une américanisation. C'est une américanisation et c'est une vision élitiste du savoir. Mais dis-moi, politiquement, il sait très bien quelle réaction il va y avoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... il s'amuse, bien sûr. Oui, non, il y a une stratégie. Mais il a 27%. Il y a une stratégie derrière. Alors, la stratégie
Oui, je ne sais pas, il faut la deviner, mais il y a quelque chose derrière. Effectivement, tu peux pas en tirer du fait, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, l'enseignement à la recherche, Tout à c'est fait. payant. Exactement. Ok. Et s'agissant de la France, nous ne sommes pas en bonne position à ces niveaux-là. Ok, et il y a une La demande recherche qui a est été faite. menacée. C'est public. Si les États-Unis réussissent autant parce que c'est privé, tandis qu'en France c'est public. Alors je sais pas, mais il y a une stratégie du président. Alors, il y a Macron. quand même. Macron devrait se méfier parce qu'il y a une expérience Oui, c'est qui s'est risqué. produite. C'est regarder quelquefois ailleurs qu'en Occident. Au Chili, il y a eu depuis 3 ans une révolte qui est partie de l'université. Et des quantités de milliers d'étudiants sont révoltés contre l'enseignement payant et ont remis en cause toutes les lois néolibérales qui avaient été édictées par Pinochet. Et ceci peut expliquer le résultat des dernières élections. Et le résultat des dernières élections, c'est que le leader de cette révolte, dont je n'en parle pas le nom, Oui, il était étudiant, selon a moi. été élu président de la République. Tout à fait, oui. Et donc, par conséquent, s'attaquer à l'université, ça peut me mêler loin. C'est très risqué. Non, mais ce qui est- C'est très risqué. Hein. Ce qui est d'ailleurs assez étrange, moi je le dis, ma génération des années 70, on aurait entendu ça, on est déjà dans la rue. Hein. C'est ça, oui. On a déjà fait. Mais avec les enseignants, avec bien les sûr, enseignants. on a déjà annoncé. Donc ça effectivement des étudiants. Ça- Enfin, bon, en tout cas, dépolitisation des étudiants. Ah oui, absolument. Mais alors, je voudrais, parce que l'autre versant de cette politique, c'est quand même, il ne faut pas quand même l'oublier, tous les organismes internationaux, il y a Oxfam, et même des organismes qui sont dans le camp néolibéral comme le FMI, le ECD, ont noté, toutes les études récentes là, montrent que le Covid, depuis 2020, c'est aussi de l'accroissement des inégalités sociales Tout à et de fait. la pauvreté. Le rapport qui vient d'être remis Bien par sûr, Oxfam Oxfam, aujourd'hui ou hier. au début de la semaine. Effectivement, tout à fait, oui. Bon, l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Bon, et je peux me permettre d'attirer l'attention sur quelque chose qui est paru en Martinique, qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Le bilan social, l'INSEE a sorti en décembre, le bilan social 2020, qui montre un accroissement de la pauvreté et des difficultés financières de beaucoup de Martiniquais. Des ménages, Bon, oui. par conséquent, un quart de la population Martinique a vu son situation financière se dégrader, le nombre de personnes au RSA a augmenté, la précarité dans l'emploi, c'est-à-dire le fait d'avoir des petits boulots et non pas des boulots, des contrats à durée Déterminé. et non pas des contrats à durée déterminée, tout ça s'est accru en 2020. Et ce bilan social n'a été rendu possible que par la contribution de ceux, je ne vais pas les citer ici pour ne pas ennuyer les téléspectateurs, mais l'INSEE a dû s'associer à des organismes qui ont fourni des données qu'on a rarement. Mais ça a permis d'avoir une vision exacte de la situation sociale de beaucoup de Martiniquais. Alors justement, puisque tu parles d'économie, on a un thème là, la conjoncture, l'INSEE, la crise sanitaire, fin d'économie martiniquaise. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc en Martinique, il y a moins 0,4% d'effectifs de salariés par rapport au trimestre précédent. Donc on a quand même perdu 1200, enfin en tout cas 1500 salariés. Il y a aussi le recul de l'emploi. Dans tous les secteurs, recul de l'emploi. Moins 1,8%, près de moins 2% dans le secteur marchand, moins 1% dans le secteur tertiaire non marchand, moins 0,5% dans la construction et le BTP, et près de moins de 2% dans l'industrie. Alors on imagine que c'est parce qu'il y a moins de consommation, on imagine parce que l'activité économique est moindre, et puis le tourisme, là, c'est quasiment moins 21% de nuitées par rapport à la fréquentation de notre territoire. Donc la question que je vous pose à tous, l'économie est au ralenti. Est-ce normal? Et Béatrice Bellé, y a-t-il nécessité que l'État fasse un effort pour redynamiser cette économie, dans la mesure où on sait que les collectivités territoriales elles font ce qu'elles peuvent avec leurs prérogatives et avec leurs Par ressources? exemple,
Oui, elles sont exemptes. Elles sont exemptes, oui. Évidemment que l'État, en tout cas c'est ce que l'on pense qu'il fait depuis 2020, mais peut-être en effet sur des économies de services, parce qu'au final nous sommes une économie de services où les mouvements de population étaient arrêtés, notamment les mouvements touristiques. Il y a peut-être un accent particulier à mettre sur une partie de notre économie qui est celle du tourisme. Je crois que de toute façon aussi sur l'Hexagone, je dis à chaque fois en France, mais moi aussi je dis en France. En France, les entrepreneurs du tourisme sont à peu près dans la même situation et essayent de retrouver un rythme qu'ils n'ont pas encore retrouvé. Pour autant, je dirais que les premiers chiffres, moi, qui m'intéressent, et ceux aussi évoqués par Michel, c'est ceux de la précarité, parce qu'un système quel qu'il soit, un système social, économique, n'a vocation normalement qu'à servir les populations, et on voit que la précarité, on le ressent d'ailleurs, il n'y a pas simplement un ressenti de la pauvreté. Aujourd'hui, on voit... Elle est réelle. En France, en général, et peut-être en Martinique en particulier, on n'a jamais eu autant de personnes payées au SMIC. Bon, lorsque l'on additionne les 5 euros d'APL, on pense aux gens. On se dit, là, qu'est-ce qu'on fait pour les gens et comment faire? En toute sincérité, moi, j'aurais préféré qu'on ait, en Martinique, par exemple, puisque les mouvements s'arrêtent, que l'État mette en place un process qui permette éventuellement aux personnes d'aller fréquenter leur lieu touristique, de faire des vacances au pays, de donner la possibilité aux personnes aussi qui se sont retrouvées enfermées sur leur territoire, de redécouvrir leur île, et que la préfecture, avec les collectivités, puisse mettre des instruments qui sont finalement des instruments de relance par la demande, mais qui favorisent l'offre, parce que ça permet quand même au système économique de fonctionner. Alors, ça paraît un peu en vase clos, mais ce sont parfois, malgré tout, des instruments qui sont à utiliser. Tout à l'heure, tu parlais en effet Michel, de l'Oxfam et de l'OIT. Oui, il y a quand même des indicateurs, qui ont montré que dans certains pays, il y avait eu des relances qui avaient été faites dans certains secteurs et qui avaient été plutôt favorables d'ailleurs aux entreprises plutôt qu'aux personnes. Et dans beaucoup de pays européens, malgré tout, on remarque un appauvrissement des populations et un enrichissement alors sectoriel. L'écart se creuse. Voilà, un enrichissement sectoriel des entreprises. Donc, il faut fouiller, continuer à fouiller et à faire une analyse économique et sociale de ces mesures. Oui, Michel. Oui, alors, je profite pour faire un petit peu de propagande. Nous allons résumer. Comme d'habitude. Oui, alors, la propagande, c'est le nom ancien de ce qu'on appelle aujourd'hui la com, la communication. Mais la com ne veut pas avouer qu'elle fait de la propagande. Alors que moi, j'avoue que je fais de la propagande. Alors, la propagande... C'est subtil. Oui, faut parler vrai. Absolument. Faut parler vrai. Bon, la propagande, c'est que dans Justice la semaine prochaine, nous allons présenter un résumé de ce rapport d'Oxfam. Parce que il se trouve que, comme ce n'est pas l'économie politique, la revue économique marxiste, c'est un organisme indépendant, c'est une ONG. Bon, c'est une ONG. Bon, alors ce que je veux dire, c'est que, pour rebondir sur les propos de Mme Bellé, c'est que la réalité, ce que nous commentons là, c'est une analyse conjoncturelle, c'est-à-dire c'est la variation d'un trimestre par rapport à un autre. Bon, et tous les chiffres que tu as cités sont exacts, bien. Mais il faut les mettre en relation avec une réalité, c'est que le troisième trimestre 2021 en Martinique, c'est le confinement. Et c'est aussi la flambée du coronavirus. Ouais. C'est la flambée des morts. C'est un nombre de morts considérable. Plus 33% de morts par rapport à l'année précédente. Bien. Autrement dit, voilà où je veux en venir. Ce n'est pas innocent que de dire je ne fais rien, je laisse courir le Covid, et puis brusquement, je me réveille, parce que la population, parce qu'il y a des morts, et puis je prends des mesures drastiques. Les faits
c'est la chute de l'économie, l'augmentation de la précarité, l'augmentation de la pauvreté. Alors, heureusement, quand on lit de près cette note, la plupart des indicateurs que tu as donnés, on s'aperçoit que ça a varié en baisse par rapport, le troisième trimestre a baissé par rapport au deuxième trimestre de l'année 2021, mais qu'on est en général au-dessus de l'année 2020. Autrement dit, propagande, la relance faite à la fois par l'État et par la CTM en 2020 et en 2021, mais oui, avait placé l'économie martiniquaise quand même, avait quand même évité que le trou d'air soit beaucoup trop profond. Ceci étant dit, l'équipe de la CTM cette année a également fait un effort. Propagande fermée. Non, pourquoi, puisque c'est le troisième trimestre 2021, vous étiez en train de mettre vos pieds dans les pantoufles. Alors, oui. Mais je vais être provocateur. Hein. Nous sommes des assistés, nous sommes des colonisés. Okay, on constate un fait, c'est bon, effectivement, ça ne marche pas, il y a des problèmes. Vous souvenez-vous que Césaire vous disait à une époque, si vous voulez survivre, il faudrait que vous soyez des génies. Il faut être génial. Or, nous avons tous les éléments, pour former, pour imaginer, pour projeter. Et chaque fois, il faut attendre que l'État... Il faut attendre qu'un tel intervienne. Non, c'est pas possible. Moi, le vieil enseignant, le vieil universitaire, tous les efforts que nous avons faits, vraiment, nous avons des instruments pour parvenir à cela. Mais malheureusement, souvent, les responsables politiques pensent que la vérité est ailleurs. Il faut aller, vous appelez l'outre-Atlantique, comment vous appelez ça? La France, c'est ça? C'est bien ça. La France hexagonale. La meilleure partie. Mais ce que je veux dire, et on va commencer par là, Président, c'est que nous avons des instruments de formation, ok? Oui, absolument. Nous pouvons former des gens à un très haut niveau, des mots en formation technologique, avec tout le potentiel qui nous environne, nom de Dieu. Eh ben, dans la réalité actuelle, et comment se fait-il qu'au niveau politique, on ne réagisse pas? Notre université, elle est un peu en panne. Ça me fait un peu de peine. Beaucoup de peine même. Oui, beaucoup de peine. Hein? Et maintenant, je pense qu'on va aller dans une autre direction. On a des instruments de formation et nous allons nous rencontrer, Président. Parce qu'on va monter véritablement, et moi j'y suis attaché, cette université des métiers, cette université professionnelle qui va mettre en valeur toutes les formations technologiques et qui va pouvoir amener, n'est-ce pas, nos jeunes à des très hauts niveaux, mais aussi des ingénieurs, des écoles doctorales, de la recherche sur nos réalités. Nous avons mis en place dans ma structure, n'est-ce pas, une licence spécifique de l'eau, la gestion de l'eau, qui est un modèle et qui a été reconnu. Précise ce que c'est que le CNAM. Oui, mais je ne fais pas de propagande. Non, mais tu penses... Oui, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Jouer plus, Michel. Bon. J'attendais qu'on me le dise, tu crois bien. Bien sûr. et ton institut de formation. l'IMFPA, l'Institut Martiniquais de formation professionnelle des adultes, et le CNAM, on va s'associer de manière à permettre à ce que les gens qui viennent apprendre le métier puissent monter en compétences et par le CNAM, le plus haut possible, avoir des masters et pourquoi pas des doctorats à partir d'une formation professionnelle, c'est-à-dire un diplôme professionnel qui peut permettre avec des ingénieurs du CNAM, c'est quelque chose. Absolument. Donc c'est cette émission qui nous a mis en contact. Tout à fait. Et donc on va donner suite. Oui. Alors je rebondis puisqu'on a un thème sur le revenu de solidarité active, et ce sont les magistrats de la Chambre régionale des comptes, enfin de la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes, qui ont mis en exergue le fait que s'il y avait effectivement ce revenu de solidarité active qui empêchait de tomber dans la grande détresse financière, elle ne permettait pas un retour à l'activité. Oui. Et donc ce sont des magistrats qui sont en fait des comptables. Ce sont des... Mais tu as dit le mot. Oui, non, mais je souhaiterais quand même... C'est seulement Mathieu là. Je souhaiterais que vous rebondissiez. Non, mais c'est une forme de justice, Bertrand. Donc ils ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Oui. Alors, la Cour des comptes, aidée par les chambres régionales des comptes, puisque dans le rapport en question, effectivement. Et la Martinique fait partie des 8 territoires qui ont été retenus. Absolument. Voilà. Oui, parce que
Bon, ça c'est assez connu, hein. En fait, bon, l'intérêt c'est que ce soit la Cour des comptes qui l'ait dit aujourd'hui, mais ça fait un moment que tous ceux qui travaillent sur ces questions savent bien que le RSA a certainement donc des vertus, mais que c'est encore un instrument qui n'est pas de nature, qui n'est pas révolutionnaire. Je dirais cela tout simplement au sens où ce n'est pas de nature à remettre en cause le cours des choses. D'accord ? Qui ne met pas les gens en activité, qui ne permet pas... Ouais. Alors, mais bon, il se trouve que je travaille sur ces questions aussi, puisque le droit des politiques sociales fait aussi, donc c'est ma deuxième spécialité. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre, avec le RMI, et désormais le RSA, ce qui est en cours, c'est qu'on est en train véritablement de s'aligner sur le modèle américain. Alors... Donc, puisque on s'aligne sur le modèle américain, on est en train de passer de ce qu'on appelle le welfare, donc l'assistance, mais l'assistance perçue comme une fin en soi, au workfare. Mais là, c'est l'assistance par le travail. Autrement dit, et c'est tout le registre du RMI, c'était le registre du RMI, c'est aussi le registre du RSA, où on vous dit clairement, d'accord, qu'on va vous aider, on va vous verser une allocation, mais en contrepartie, vous devez vous engager dans un processus d'insertion. Donc, en France, ceci s'appelle politique d'activation des dépenses sociales. Les dépenses sociales doivent servir à insérer les personnes donc, qui sont bénéficiaires. Et tous les rapports qui ont été remis, effectivement, de ce point de vue, puisque c'est le cas pour la Martinique, parce que quand on regarde ce qui est dit dans ce rapport de la Cour des comptes s'agissant de la Martinique, il y a beaucoup de dysfonctionnements, notamment sur la question du contrat qui doit être passé entre la CTM et le bénéficiaire, visant donc à l'accompagner. Alors, c'est certainement peut-être, oui, la faute peut-être des bénéficiaires, mais il y a aussi la responsabilité de l'institution est aussi engagée, dans la mesure où on se rend compte, donc en lisant le rapport, qu'on ne s'est pas donné véritablement les moyens pour accompagner ces personnes vers l'insertion. Il y a le nombre de personnes, il y a plus d'administratifs que de travailleurs sociaux consacrés, destinés à mettre en œuvre l'orientation, donc de définir l'orientation, une orientation pour les bénéficiaires du RSA. Donc, ce n'est pas la grande révolution qu'on en attendait. Alors, peut-être, je n'en sais rien, mais derrière cette question, il y a aussi ce qui est projeté par Emmanuel Macron. Donc, si d'aventure il est réélu, peut-être qu'il le mettra en œuvre. Mais là encore, c'est ce qu'on appelle le revenu universel d'activité. Mais c'est une vieille idée. Une très vieille idée. Pendant l'élection présidentielle de 2017, il y a eu beaucoup de débats. Et même avant cela, et quelqu'un certainement, non, André Gorz, c'est quelqu'un qui s'est battu pour cela. André Gorz qui écrivait dans la revue Les Temps modernes. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours milité pour cela. Économiste marxiste. Et pour juste une petite anecdote, donc, qui était qui croyait beaucoup de philosophie marxiste, et qui s'est suicidé avec sa femme en 2007. Parce que, ne se retrouvant pas dans comment pourrais-je dire ça, dans la marche du monde. Donc, il a préféré donc, se suicider. Donc, il s'est battu. Alors, Emmanuel Macron envisage donc d'instituer un RUA, revenu universel d'activité, mais qui consisterait à fusionner les quelques 14 minima sociaux qui existent aujourd'hui en France. Alors que l'idée d'André Gorz, c'était que chacun bénéficie de ce revenu universel. C'est un droit universel. Donc, on est complètement à l'opposé, donc mais c'est certainement ce vers quoi on est en train donc de tendre à ce niveau-là. D'accord, très bien. Alors, tu voulais rebondir. Oui, parce que ce rapport de la Cour des comptes, on l'a dit, tombe. Faut pas oublier le contexte non plus. Hein. Oui. On a 17 départements supplémentaires. Il y en avait eu 3 déjà l'an passé. Le contexte de la recentralisation. Voilà. Mais il y a 17 départements qui ont attaqué l'État sur la question de la gestion du RSA. On sait tous que le A, donc l'activité, est le parent pauvre de ce dispositif. Ça vaut pour nous. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu une époque en Martinique où nous avions des agences départementales d'insertion. Oui. Et le rapport semble regretter
La disparition. Pour la Martinique, la disparition des agences départementales d'insertion, qui au moment de leur disparition et au moment de la CTM, d'ailleurs, je pense, ont périclité et ont été intégrés au service. Mais au final, cette question de l'insertion, gérée de façon locale, avec la connaissance de notre environnement, en tout cas apparaît dans le rapport comme ayant été un outil, certes, qu'il aurait fallu réformer, améliorer, mais qui pouvait être utile pour garantir ce retour. Alors quand on dit insertion, c'est finalement aussi le retour à l'emploi, retour à l'activité ou retour à la formation, la réorientation. Mais on a eu quelque chose d'assez cataclysmique en 15 ans, c'est la disparition de ces outils-là, la faiblesse également de nos outils de formation, et on peut être heureux d'entendre aujourd'hui que la future collaboration qu'il pourrait y avoir entre le CNAM et l'IMFPA et les projections du coup qu'un certain nombre de Martiniquaises et de Martiniquais pourraient avoir sur la capacité de se former. Mais la réalité sur le RSA, c'est que ces recours administratifs qui sont faits aujourd'hui et ces plaintes qui sont portées par ces départements montrent aussi que à l'époque des transferts, les moyens affectés finalement à cette double vocation qui était celle de permettre d'amortir la pauvreté et de ce côté-là, pour la Martinique d'ailleurs, le rapport précise que on le sait que ça remplit à peu près son rôle, c'est-à-dire que c'est un coton et encore une fois on parlait tout à l'heure de dogme, mais il faut aussi, au-delà de notre génie, il faut aussi de la bienveillance. Quand j'entends parfois certains parler, dire ah oui, voilà, nous sommes un peuple d'assistés parce que il y a des personnes au RSA. Moi, j'invite, comme d'autres expériences qui sont faites, j'invite les personnes à tenter de vivre avec le RSA. Oui, voilà. tout à fait. Tous ceux qui s'expriment en pensant que le RSA est un revenu de grand confort, je les invite à faire une expérimentation de quelques mois avec ce revenu. Alors Bertrand, juste je voulais juste ajouter aussi, donc s'agissant de donc ça c'est la dimension institutionnelle du RSA, oui. parce que on a quelque chose qui se dessine. J'attire votre attention sur le fait que depuis 2020, la gestion du RSA a été recentralisée en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. Ce problème. D'accord. Ouais. C'est 3 territoires. Donc on est... Tu peux expliquer oui. Voilà, donc, explique plus précisément que... Suite à une loi qui date du 18 décembre 2005, effectivement, on avait confié la gestion totale du dispositif du RMI au département. Le revenu minimum d'insertion. Le revenu minimum d'insertion. Donc, c'est aussi le cas depuis la loi du 1er décembre 2008 qui a supprimé le RMI et qui a institué le RSA. Donc, c'est aussi le cas. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'ADF, l'Assemblée des départements de France, ne cesse de se plaindre de la compensation, du problème de compensation. D'accord ? En gros, l'État transfère 10, voilà. mais ça coûte 12 2 ans après. Mais il y a une décision du Conseil constitutionnel qui explique le comportement de l'État, parce que une décision du Conseil constitutionnel... Qui le dénonce. Non, au contraire, le Conseil constitutionnel considère que dans certains cas, il ne s'agit pas d'un transfert de compétences. Donc, la loi, la Constitution dit que tout transfert de compétences s'accompagne d'une compensation. Et dans certains cas, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de considérer qu'il ne s'agit pas de transfert de compétences, puisqu'il ne s'agit pas de transfert de compétences, donc il n'y a pas lieu à compensation. Oui, mais le Calvados, la Manche et l'Orne ont quand même gagné leur recours contre l'État. D'accord ? Oui. Par lequel ils ont ici spécifié. Ou là, mais de manière générale. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que là, le 17 janvier, il y a un recours porté par 17 départements sur Oui, mais ça c'est devant le Conseil d'État. Je ne sais pas si c'est déjà en Conseil d'État. Mais bon, c'est pas possible. Oui. Mais en tout cas, on est dans un processus, puisqu'il y a une expérimentation qui est en cours, dont le département de Seine-Saint-Denis, qui est certainement l'un des départements les plus pauvres de France. Tout à fait. D'accord ? Donc il y a un processus en cours visant à recentraliser. Donc à redonner son bidule à l'État. Exactement. Voilà. Alors, juste pour... Enfin, puisqu'il y a encore d'autres thèmes, si tu veux faire une petite... Deux mots quand même. Parce que au cours de la dernière mandature, constatant le coût que ça avait pour... Alors, quelques éléments chiffrés. Oui. Par an, pour la collectivité territoriale de Martinique, c'est 214 millions d'euros sur un budget de 1,2 milliard. Ouais, c'est pas rien. Bon. 2,
chaque année, c'est à peu près 60 millions d'euros que dans ses fonds propres, la collectivité territoriale met pour payer le RSA par le canal de la CAF. Bon. Depuis 2004, en cumulé, les sommes que l'État doit à la Martinique, c'est 700 millions d'euros. D'où le vote à l'unanimité, au cours de la dernière mandature, de demander la recentralisation du RSA parce que les éléments, c'est une fausse décentralisation. Oui, de ce point de vue, oui. C'est une fausse décentralisation. Et c'est d'une manière générale ce qui se passe d'ailleurs et qui explique pourquoi, pour répondre à l'interrogation de Philippe, pourquoi les politiques ne peuvent pas agir. Ok? Les éléments normatifs, ce qui fixe la valeur du RSA. C'est la loi. C'est la loi. Le président de la collectivité territoriale de Martinique ne maîtrise pas les éléments qui vont pour provoquer l'augmentation, le volume du RSA, les ayants droit, etc. Tout à fait. Par conséquent, aujourd'hui, bon, en passant, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, c'est 580 € par mois. Hein? Oui. Bon, oui. alors, comme assisté, tu sais, et le minimum, le minimum vital qui a été calculé par l'INSEE, c'est 1100 euros. Oui. 1100 €. Alors, 581 € pour une personne seule, alors que pour vivre, il faut 1100 €. Ça, c'est le seuil de pauvreté. On est loin. Bon, ferme la parenthèse. Alors, voilà les données que je voulais apporter quand même. Oui, tout à fait. Je ne savais pas que Gors s'était tué parce qu'il ne comprenait pas la manche du monde. Je me rappelle qu'il y a un écrivain que j'aime beaucoup, Stefan Zweig, qui était un Autrichien et qui s'était également tué avec sa femme quand il a vu la marche de l'Autriche et de l'Allemagne vers la guerre avec le nazisme. Je vous invite vraiment à découvrir cet auteur-là. Il écrit, alors c'est traduit par une universitaire d'allemand en français, Verneuquin. C'était quelqu'un qui était incompris. Hein, voilà, mais Zweig, c'était un très grand humaniste et il a choisi, lui et sa femme, ils ont choisi de se suicider quand ils ont vu la marche de l'Allemagne et de l'Autriche vers le nazisme. La même chose donc il y a des intellectuels qui souffrent hein, quand on voit qu'on ne peut pas contraindre la matière. Alors André Gans, je te dis, il écrivait dans une revue très célèbre qui s'appelait Les Temps modernes, qui était une revue d'ailleurs qui a été pendant longtemps coachée par Jean-Paul Sartre, me semble-t-il. Oui. Ouais. Et puis, il écrivait aussi dans le Nouvel Observateur. Hein. Et il enseignait à la Sorbonne. Oui, Sciences Po. Bon, et je me rappelle qu'il donnait des cours à l'Union des étudiants communistes. Bon. Alors non, mais c'était quelqu'un qui était ancré dans le marxisme. Ah oui, mais c'était un marxiste indépendant. Hein. Pour rebondir et donner du sens à notre débat, on constate également qu'il y a un ralentissement démographique. Donc un territoire qui ne permet pas de travailler et de s'épanouir, bien évidemment, perd en termes démographiques. Alors les chiffres que Manuela m'a fait parvenir sont de 354 800 habitants estimés au 1er janvier 2021. Alors il y a moins 6% de naissances, moins 1% de décès, et moins 25% de mariages. Alors peut-être que les mariages, on ne peut pas fêter, donc on ne fait pas de mariage. Ceci étant dit, ça interpelle, moins 6% de naissance, la vitalité démographique ne sera jamais bonne quand il n'y a pas de conditions économiques intéressantes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire que le peuple martiniquais est en train de mourir. Et ça nous ramène à ce que je disais au début à propos du pass vaccinal. Tout se tient. Tout se tient. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas aux péripéties de la politique française. Très bien. Béatrice? Donc, non, mais je ne veux pas avoir l'œil fixé sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au passe d'armes, même de mes propres camarades communistes, avec M. Macron et avec M. Véran, etc. Ou M. Mélenchon. Et avec M. Mélenchon. Ce qui m'intéresse, c'est la première fois de l'histoire de la Martinique récente que nous avons un nombre de morts supérieurs. Alors, un nombre de naissances inférieur au nombre de décès. Tout à fait, oui. En 2020. C'est fantastique, ça. OK? Et la réalité, c'est que nous avons un sol migratoire de 4700, c'est-à-dire on perd 4700 personnes par an, et nous avons un taux de natalité qui fait qu'on n'a pas le remplacement de génération. De genre remplacement de génération. Oui. Bon. Et on a les chiffres de 2021. Alors, il se trouve qu'entre-temps, parce que je vais vous livrer
des éléments que ne t'a pas donné Manuela, parce qu'il se trouve qu'il y avait une conférence de presse de l'INSEE. Alors, il se trouve que je suis toujours représentant de la CTM comme expert. Alors, mais tu n'a pas encore vu que c'est moi qui Mais il le saura, là. Hein. Il ne fait pas de chasse ce soir aussi, ne t'en fais pas. Alors, je suis toujours représentant de la CTM auprès de l'INSEE. Et c'est pour que l'invité moi. Alors, regardons bagaille. Ce qui est intéressant, c'est que moi apprendre que, entre-temps, ces boucles-là, ni les chiffres à sous 2021, ok? Et que 2021, par rapport à 2020, le nombre, comment dirais-je, le nombre de morts, hein, a augmenté de 33% en 2021 par rapport à 2020. En 2020, il n'y a pas eu d'effet sanitaire sur la mortalité, mais par contre, en 2021, il y a une surmortalité. Alors j'ai le chiffre, 3529 naissances contre 3586 décès. 2020. À 2020. Mais 2021, on a des chiffres provisoires sur on a, qui sont encore pire. Tu peux? Oui. Oui. Alors je te donne 3529 naissances, c'est-à-dire qu'il y a eu moins 220 naissances par rapport à 2019, et 3586 décès. Alors, donc c'est effectivement alors, très inquiétant. en 2021, plus de 1000 décès, c'est-à-dire plus 29% par rapport à 2020. Oui. En général, la moyenne, c'est 700 décès. Bon, oui. alors, ouais, en moyenne, c'est 300 mensuels. Bon. Oui. Bon. Donc, c'est ce que je veux dire. J'en tire des conclusions. Parce que il faut que nous puissions faire comprendre que la situation, il n'y a pas d'un côté le pass vaccinal, de l'autre côté la vaccination. Non, tout ça se tient. Oui, tout à fait. Tout ça se tient. Pour avoir une vision holistique, comme disent aujourd'hui. Et la situation dans la Martinique, c'est que nous sommes un pays. Bon, la baisse de la population est beaucoup plus forte qu'en Guadeloupe. Nous perdons 1% de population depuis 10 ans. À Guadeloupe, c'est 0,7%. En Guyane, on augmente la population de 2,3%. Oui. OK? Et en France, on augmente la population de 0,3% par an. OK? Donc, voilà la situation de la Martinique. Donc, avec les conséquences que alors, baisse de la population, accroissement de la pauvreté, baisse de la accroissement de la consommation, précarité, bien sûr. baisse du incidence sur le PIB. Oui, tout à fait. Parce que la baisse de la population de 1%, ça coûte 1% le PIB. Oui, tout à fait. OK? Bon, c'est ça la situation de la Martinique. Donc c'est une spirale vicieuse. Ce n'est pas par volonté d'originalité que je me sépare de mes camarades communistes français sur cette question. Très bien. Une réaction ou... Oui, mais alors évidemment tous ces chiffres sont édifiants. Je pense qu'il faut reparler. Après, on aura peut-être l'occasion aussi de développer, mais ça c'est important, de cette idée aussi d'une sorte de conscience de peuple. Bon, comment on refait peuple, comment on construit ensemble, comment aujourd'hui on pense à l'émancipation des femmes et des hommes, comment on pense excellence, comment on pense aussi sur nos territoires sobriété, comment ne pas regarder vers exclusivement un viseur qui serait celui de l'Europe, mais comment on fait pour améliorer notre façon de vivre en correspondance avec notre géographie, nos atouts, et parfois même nos faiblesses. Nos contraintes, absolument. Mais qui nous emmènent du coup à être plus sobres sur un certain nombre de choses. Je crois en effet, et ça c'est pas suffisamment dit, ou c'est dit de façon peut-être un peu trop superficielle, que oui, l'avenir de la Martinique, et on voit la montée des identités et tout ça, mais cette montée des identités ne s'accompagne pas d'une conscience de peuple. C'est-à-dire qu'on voit des individualités qui se font jour, on voit des volontés individuelles qui se font jour, mais on ne voit pas un ensemble se construire avec un projet finalement que l'on arrive à discerner qu'est-ce qui se passe quand en général, une population qui sait qu'elle vieillit globalement ou qu'elle s'appauvrit en termes de nombre d'habitants, pense à deux choses. On a deux choix sur des territoires. C'est soit l'immigration, soit des politiques de natalité. La question va devoir se poser à la Martinique de savoir si nous mettons en œuvre, oui, ou les deux, nous mettons en œuvre des politiques de natalité migratoire avec des personnes qui nous ressemblent et qui sont dans notre géographie cordiale. Aujourd'hui également, on doit se poser la question du coût de l'exil de nos jeunes et donc de nos forces
de nos forces vives. Nous finançons à grand renfort et peut-être même plus cher, parce que je l'ai écrit et j'ai fait une publication sur ça, mais lorsque l'on parle de l'augmentation des coûts des études, quand on sait ce que ça coûte déjà pour un foyer martiniquais que de faire partir des jeunes pour qu'ils étudient. Alors si en plus ça devient payant, qu'ils doivent faire des prêts plus que ceux qu'ils ne font aujourd'hui, mais on ne les reverra jamais, c'est-à-dire que c'est plus au final un exil simplement, c'est un voyage sans retour. Et aujourd'hui, on doit pouvoir construire le voyage avec retour de cette jeunesse active et de cette jeunesse qui serait en capacité d'ailleurs de se projeter et donc de fonder une famille sur la Martinique. D'ailleurs, pour rebondir, malgré la gratuité, les étudiants souvent en France font de petits boulots. Alors, il y a deux derniers thèmes que je souhaiterais aborder avec vous. Le premier, c'est dans son arrêt rendu le mardi 18 janvier 2022. Donc la Cour d'appel de Fort-de-France confirme le jugement d'avril 2017, c'est-à-dire que en fait les plaignants sont déboutés concernant l'action réparation contre l'État à propos de crimes contre l'esclavage, du crime de l'esclavage. Et moi je voulais me retourner vers les juristes pour leur poser la question de savoir pourquoi faire des lois mémorielles si elles sont symboliques et non exécutoires. Autrement dit, y a-t-il une nécessité de faire des lois mémorielles puisque ça donne tellement d'espoir, la loi de Taubira, elle donne tellement d'espoir, et peut-être que c'est sur ça que c'était fondé, de manière à voir finalement qu'on est débouté par rapport à toute espèce d'analyse juridique. Je crois que le mouvement est absolument fondé, ok ? Ce mouvement international pour la réparation, c'est un mouvement qui doit prendre de plus en plus d'ampleur sur le plan planétaire, c'est évident. Okay. Caribéen. Au-delà même aux États-Unis, même au-delà, ok. Et je trouve que cela est absolument utile, ok ? Il ne s'agit pas de banaliser, mais il faut normaliser, il faut se faire souvenir et aboutir à des résultats. Alors, bon, la loi mémoriale, bien sûr, cette loi... Taubira, dans sa première mouture, avait envisagé la réparation. Dans la première mouture, hein. Et ensuite, bien sûr, bon, la loi mémorielle, la loi, c'est un acte déclaratif. Voilà, ce n'est pas un acte... C'est exactement cela. Ce n'est pas un acte... Ce n'est pas une norme. Ce n'est pas un acte... Ce n'est pas un acte constitutif de droit, ok ? Et elle aurait pu, hein, puisque se pose le problème de la prescription. Bon, si on fait du droit pur, bon. Alors, expliquez la prescription pour les téléspectateurs. La prescription, c'est la perte de l'action au bout d'un certain temps, la disparition du droit du fait qu'on n'en a pas exercé pendant un certain temps. Le droit tire des conséquences du temps qui passe. Quittez-moi passer, je ne vais pas parler en pile. Mais je voudrais intervenir parce que cette loi, elle n'aura pas d'effet immédiat. Le problème de la réparation doit se faire sur le plan politique, c'est-à-dire que les mouvements doivent se constituer, continuer et se poursuivre, parce qu'on va arriver à une problématique qui sera générale et qui sera planétaire. Alors bien sûr, je ne crois pas, moi, à l'indemnisation individuelle pour déterminer et définir le dommage individuel, ce sera extrêmement difficile. Mais on peut imaginer au niveau international des aides particulières pour certains États qui ont subi la colonisation. Bien sûr, ouais. c'est à imaginer. Mais je voudrais profiter de l'occasion parce que sur le problème, n'est-ce pas, de la prescription et le problème de la rétroactivité. On dit qu'un texte ne peut pas être rétroactif. Oui. C'est absolument faux. Sauf dans le cadre de l'UMB, hein, parce que... Non, ça c'est le crime contre l'humanité, non. Oui. Mais le principe de la rétroactivité se situe au niveau de la loi. Oui. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Sauf exception. Non, elle n'a pas d'effet rétroactif. Oui. Non. Et je vais te dire pourquoi. Et cette loi, n'est-ce pas, à qui ça s'applique, la non-rétroactivité? La non-rétroactivité s'applique au juge. C'est-à-dire que si le texte ne prévoit pas de rétroactivité, le juge n'a pas le droit. Mais le législateur a la possibilité de faire un texte rétroactif. Oui. Ce n'est pas un principe. Vous n'auriez pas eu les progrès sociaux, le congé payé, si le texte n'avait pas été rétroactif. Voilà. Les lois pénales plus douces rétroagistes. Voilà. Alors il faut plus douces rétroagistes. Donc il faut cesser de dire que la rétroactivité
n'existe pas, c'est voilà. faux, Elle n'est pas- ouais. ce n'est pas constitutionnel. Oui. Heureusement. Donc, d'ailleurs, en regardant cet arrêt, je pensais aux travaux. Alors, j'ai rêvé là de Vitu et de Roubier sur le problème du droit transitoire. Toi, tu es un publiciste. Tout à fait, oui. Tu le Mais connais. je connais cette problématique. Avec les situations objectives, Oui, les tout à fait. situations contractuelles, les faits immédiats. Bon, j'arrête, ok. Mais je crois que cet arrêt est intéressant. Il faut poursuivre le mouvement. Alors, Alors, la question que je voulais te oui. poser, mais est-ce qu'il n'y a pas la peur de l'État de voir une sorte de jugement jurisprudentiel qui ferait que ça serait une ouverture de la boîte de Pandore pour que les États qui ont sauté pendant la colonisation se retrouvent à devoir dédommager tous les pays qui ont subi cette colonisation. Et la France a été l'un des pays les plus coloniaux. alors, Certainement. c'est possible, mais en tout cas, sur un plan technique, l'obstacle, c'est la question de la prescription. Oui, bien sûr. L'obstacle, c'est la question de la prescription. Bon. Au-delà de cela, effectivement, je rejoins donc ce que Philippe Cessire a dit. Je pense que ce mouvement est fondé. D'accord ? Et du reste, il y a une publication ces jours-ci donc, d'un groupe de recherche au sein du laboratoire qui traite de la question de la réparation. Comment on a réparé cette ignominie dans certains cas de figure, et il y aura un webinaire sur Laboratoire cette question. universitaire, donc Voilà, laboratoire de recherche. LC2S, LC2S. Mais oui, fais Il la faut le propagande. dire, là. Faites d'accord. Le laboratoire Explique ce qu'est un caribéen des sciences laboratoire. sociales. Merci. D'accord, le laboratoire caribéen des sciences sociales. Il y aura bientôt un webinaire sur cette question. Mais bon, il faut aller jusqu'au bout. Alors, c'est un appel. Ils ont la possibilité de se pourvoir en cassation et peut-être même après avoir épuisé CDH. toutes les possibilités donc de recours au niveau national, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut-être, CEDH. d'accord, compte tenu donc de la jurisprudence sur ces Du questions, contexte. donc à ce niveau par la Cour européenne des droits, il est possible que la Cour européenne des droits de l'homme Entendre, ouais. Là, oui, Béatrice. Mais... Juste parce que parfois on parle de réparation et les gens en effet ont l'impression que nous sommes dans une espèce de, pas de nostalgie, mais de tristesse perpétuelle, que nous regardons le viseur en arrière et que nous portons quelque chose. Mais c'est vrai que nous portons. Et là, il y a par exemple le débat en ce moment dans le cadre de la présidentielle, ça fait partie des sujets qui sont abordés, qui sont ceux notamment du patrimoine et de la taxation finalement des cessions de patrimoine, des héritages et tout ça. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, quel est le résultat de cette mise en esclavage? Par exemple, pour nous, ultramarins, ou allez, on va parler des Martiniquais. Lorsqu'il y a 3-4 à peine générations, vos grands-parents étaient esclaves, ils n'ont pas pu constituer un patrimoine. Et les plus grandes inégalités, et on le sait aussi à l'analyse, je suppose qu'il faudra que je regarde d'ailleurs les analyses de Nice, mais la réalité c'est que les plus grandes inégalités en France sont constituées des inégalités patrimoniales et matrimoniales. Et donc, aujourd'hui, si on doit par exemple parler de réparation, il y a eu quelques choses il y a des petites choses qui ont émergé, mais on peut aussi parler peut-être d'un capital de départ qui pourrait donner, non pas aux générations qui sont là, mais aux générations futures, pour leur permettre aussi de s'envisager à l'échelle de ce monde et à l'échelle de notre société, avec un capital patrimonial de départ. Par individu ? Mais comment tu conçois ça? Mais parce que c'est beau, le principe de dessus, mais dans l'application pratique, comment tu fais? Laisse-moi être dans mon utopie, s'il te plaît. Je te laisse rêver, d'accord. Voilà, laisse-moi être dans mon utopie, parce que après on aura des personnes. On va refonder. Je te demanderai au professeur que nous puissions nous mettre à réfléchir sur la forme que ça peut être. Mais la réalité, c'est que cette différence également historique nous met dans un retard également de cession et fait aussi que les différences qui, par ailleurs, sont en train aussi de grandir en matière d'exploser. On n'est même plus dans un éclatement, on est dans une explosion en matière de patrimoine, doivent pouvoir aussi, pourquoi pas, dans le cadre de la réparation, trouver des réponses institutionnelles qui soient matériellement envisageables. Voilà. Très bien, merci. Alors, juste pour prolonger, donc, je lisais ce matin un article sur la question de la mobilité sociale.
D'accord. Juste une minute. L'idée, voilà, donc de mobilité sociale, elle est complètement remise en cause aujourd'hui. Il y a peu de chances que quelqu'un... Donc ça pose un problème de 5. l'égalité des chances. Très bien. Très rapidement, Ouais, l'égalité il des faut chances. désormais 5 générations pour sortir de Voilà. sa catégorie socio-professionnelle. Là où il y a à peine 30 ans, il en fallait 2. Voilà. Et Alors, en toile de fond de tout cela, il y a juste la question donc, de l'égalité des chances. Nous n'avons pas les mêmes chances au départ parce qu'il y a la question de l'héritage. Alors, Ouais. désolé, Du mais patrimoine. on va achever l'émission comme cela. C'est dommage, hein, je voulais juste une petite intervention concernant l'incarnation de la rancune politique. Et voir Michel Branchi sur la candidature de son ancien chef de file dans le Sud en tant que député. Juste un petit mot, puisque Manuel me demande de rendre l'antenne. Non, en deux mots, oui. le Grand Assemblée a continué à exister. Donc, nous, Parti communiste, nous sommes membres du Grand Assemblée. Et au cours d'une réunion qui s'est tenue il y a 15 jours, on a retenu 2 choses. Premièrement, le principe qu'une candidature du Grand Assemblée par circonscription, donc ce sont celles que tu as, Oui. que tu as vues. On a vu, oui. Et puis dans le Sud, Marie-Jeanne. bon, D'une grande mixité, on l'a vu. mais il y a Marie-Jeanne dans le Sud, Oui, mais il y a oui, Carole Fort-de-France, etc. Fort-de-France, Oui, tout à fait. Edmond Mariette dans le centre. Pamphile. Et Pamphile dans le Nord. Pamphile dans le Nord. Bon. Oui. Mais puis Et même que- le deuxième principe, c'est que ces candidatures seront. Il y aura quelques principes d'orientation, bien sûr. bien. Alors, chaque candidat aura son programme, bien sûr. Oui, oui. Mais on va définir un certain nombre d'orientations. En gros, le Grand Assemblée la présente comme une alternative martiniquaise. Bon, Dis-moi, en tout cas, une question indiscrète. Mais vite, vite, vite. Qui est susceptible d'être le suppléant de Marie-Jeanne? Non, Alors, voilà. Femme, Bon, peut-être une femme, parce qu'il n'y en a écoutez, pas. Alors voilà. Eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, Je pense que ce merci sera une beaucoup. femme. Merci beaucoup de nous avoir Non, suivis. Madame Le Marca. temps qui nous est imparti est achevé. Merci Merci. à nos chroniqueurs et spécialistes qui nous ont éclairci sur pas mal de questions. Nous vous souhaitons un bon week-end et puis soyez fidèles à Zouk Télévision. Nous souhaitons voir M. Granier de retour sur son plateau très bientôt. Et merci encore, bon week-end et bonne soirée. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt, au revoir. Mais la parité s'impose, monsieur.